Salut à tous les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match de Coupe de France entre l'OL et Bourgoin-Jallieu et défaite élimination de l'OL de Pierre Sage au tir au but après un match d'une pauvreté une nouvelle fois, n'est pas coutume, abyssale. C'est terrible à dire, mais on voit un OL qui est de plus en plus mauvais, qui régresse au fil des matchs. C'est flippant et pour ne rien vous cacher, j'en ai plein. Je vais être vulgaire, pardon, vous m'excuserez, désolé par avance, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul de ces matchs où on est totalement sans idée, scolaire, pas discipliné, où il y a des comportements qui sont à la limite de l'acceptable, même carrément inacceptable, il faut le dire, c'est inacceptable, c'est honteux, c'est indigne de l'OL. Le coach l'a dit à la mi-temps, il a raison, il est aussi fautif pour différents sujets, mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est indigne d'un club qui prétend être dans le haut du panier en France, en Europe, c'est indigne, c'est juste indigne. Et ça commence à me gonfler parce que tu sors contre Bourgoin dans une compétition que tu dois jouer à fond parce que tu n'as pas, en Ligue 1, t'es dépassé, t'es loin du compte. En Europa League, ça va être difficile. Tu as peut-être un espoir d'avoir un titre, c'est notamment en Coupe de France, et tu n'y arrives pas. Et tu fais n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. J'en parlerai après en détail. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. J'accuse le coup, je pense que vous c'est pareil les gones, parce que ces matchs se répètent encore et encore, et c'est quand on pense que l'OL va mieux, c'est quand on pense que l'OL enfin parvient à atteindre une vitesse de croisière acceptable, qu'on retombe dans nos travers les plus sombres et on revoit cet OL qu'on n'aime pas du tout, l'OL scolaire qui manque de tout, à tous les niveaux, parce que dans le foot, il y a des ingrédients qui sont basiques. J'en parle rarement, ça me paraît tellement bidon et basique comme argument, mais l'intention, l'intensité, l'agressivité, les courses, c'est le foot de base. Enfin, tous ceux qui jouent comme moi à des niveaux ou qui coachent à des niveaux amateurs savent pertinemment que dans le foot, tu ne fais rien sans le mouvement, tu ne fais rien sans les courses, tu ne fais rien sans l'agressivité, c'est juste la base, c'est la base du foot de haut niveau. Et quand je vois ce que font nos joueurs, c'est en tout point honteux. Les torts sont partagés. Parce que tirer sur le coach, ça me paraît hyper réducteur. Tirer sur les joueurs, pourquoi pas, mais ça me paraît aussi réducteur. C'est un ensemble d'en haut de la pyramide jusqu'en bas. Parce que le contexte hors foot, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. On le néglige trop. Mais quand tu as un effectif pro qu'il faut mener, manager dans un tel contexte dégueulasse, c'est compliqué. Mais quand en plus tu ajoutes des errements individuels, des bourdes, des relances calamiteuses, un manque de mouvement, attitude dégueulasse sans ballon, j'en parlerai après aussi, et quand en plus tu viens, c'est pour moi le pompon qui vient achever le tout, y ajouter des choix de management qui sont vraiment discutables, notamment quid de Miko Tadze, qui encore une fois sort très tôt pour faire place à Alexandre Lacazette, pour au final avoir un coup près, une sanction qui est terrible, c'est que Lacazette rate son péno. Bref, tout ça, ça fait un cocktail qui est franchement dégueulasse. Et j'ai envie de vous dire, au final, on mérite ce qu'on a, quoi. Quand le contexte foot, hors foot est dégueulasse, eh ben sur le terrain, ça ne suit plus. Dans les scores, résultats, ça ne suit plus non plus. Et donc, on est éliminé. Ça paraît juste logique. Le foot de haut niveau sanctionne tous ces petits événements, ces détails qui s'accumulent et qui entraînent une dynamique juste négative. Avant de commencer, les amis, alors je sais que c'est Théo qui m'a dit en commentaire, Mika, quand tu dis mettez des pouces, je n'aime pas, donc je mets un dislike. Bon, alors je vais faire un petit peu différemment. Théo, tu m'excuseras. Si le contenu vous plaît, pensez à un tout petit geste qui m'encourage à en faire plus. Voilà, sans en dire davantage, si vous aimez le contenu, pensez au petit geste que Théo n'aime pas trop, mais que je vous dis quand même, pensez à ce petit geste qui encourage le contenu et le créateur des contenus. Bref, sur ce les gones, on passe donc au débrief du match, un match qui est en tout point scandaleux, minable, honteux, parce que quand tu vois ce que produit l'OL depuis quelques temps, depuis quasiment, je dirais, un mois, un peu moins d'un mois, depuis le PSG au final, depuis le match contre Paris et aussi contre Fény-Aulnois, c'est juste honteux. Et dès le coup d'envoi du match, parce que le 1-0 de Bourgoin, il vient sanctionner ce qu'on voit depuis le coup d'envoi ou presque. Aux environs du quart d'heure de jeu, il y a déjà une première alerte qui est, je trouve, très révélatrice. On a le ballon dans notre camp, Matic là, perte de balle, repli défensif au petit trot, encore une fois l'éternel petit trot de nos joueurs. Surtout ne pas se fouler, hein, pas se faire de mal, ce serait trop en demander à nos petits princes. Et là, sur une passe qui en plus est miteuse, vraiment ratée de la part des Bergaliens, une passe profondeur, et là, Omar Inakate, next, terminé.
occasion de but que sauve Lucas Perry dès quasiment le premier quart d'heure de jeu. Ça montre bien que l'OL entre dans ce match avec une configuration mentale, psychologique qui n'est pas au rendez-vous. Et c'est encore un point récurrent tous ces mots, ces problèmes que j'évoque à chaque vidéo. Ça me saoule d'en parler tout le temps, mais il faut encore le dire. Mentalement, cet OL-là n'est pas prêt à se faire mal. Et l'OL n'est pas prêt à être dans une optique de compétition. Ça paraît dingue, mais un club de haut niveau comme l'OL n'est pas prêt à jouer un match dur sur un terrain compliqué, dans un climat hostile. On n'est pas prêt. Mentalement, on n'est pas prêt. Et la suite du match, en tout cas jusqu'à la mi-temps, c'est exactement ce que je vous dis là. Parce qu'il y a eu l'alerte numéro 1 au quart d'heure de jeu, donc parade de Perry. Dans la foulée, deuxième alerte. Et dans la foulée, but de Bourgoin. Et ouais, but de Bourgoin qui est en tout point honteux. Je vous passe les images tellement ça me fout la honte d'en parler. Mais dans ce but, il y a tout est résumé de ce que fait mal l'OL en tout point. Absolument tout. C'est-à-dire perte de balle dans le camp adverse. On est très haut, on est en bloc déséquilibré, déstructuré, perte de balle sur un duel défensif perdu, un de plus, un énième duel défensif perdu depuis des matchs et des matchs. Et dans la foulée, transition. C'est tellement facile en fait. Pour n'importe qui, Montpellier, Brest, Fény, Paris ou encore là, les Bergaliens de Bourgoin-Jallieu, c'est tellement facile. En fait, quand tu veux niquer l'OL, quand tu veux nous foutre en l'air, c'est simple. Tu joues un bloc médian, bas, tu attends l'erreur parce qu'elle va se produire, parce que techniquement, l'OL n'est pas irréprochable, loin de là. Et sur la première erreur, la perte de ballon, tu sais qu'en une passe, tu vas foudroyer au moins 5 joueurs de l'OL, au moins 5. Les 3 de devant, dans le cœur du jeu Matic, et pour le peu que tu aies un des 2 latéraux qui monte pour faire le surnombre, tu fous en l'air au moins une demi-équipe, un demi-bloc équipe de l'OL. C'est tellement facile. Et en face, ce n'est que, avec tout le respect que je leur dois, ce n'est que Bourgoin. Mais ça en dit long sur tout le problème de l'OL, en termes d'intention, d'intensité, d'agressivité, de marquage préventif, parce que quand tu as la balle, c'est pas grave de perdre le ballon. Tous les coachs le diront. C'est pas grave. Quand tu perds le ballon, t'as le droit. Si tu ne perds pas le ballon, c'est que tu ne tentes rien, ou que tu es le joueur parfait, donc tu es Léo Messi. Mais quand tu perds le ballon, tout de suite, switch mental. Switch mental. Tu perds le ballon, tu as 5, 6, 7, 8 secondes pour tout faire pour le récupérer. Et nous, dans ce registre-là, on est tellement mauvais, on est nul. Je vois des joueurs qui, dans leur langage du corps, leur body language, leur expression corporelle, trahissent une forme de nonchalance qui commence à me dégoûter. Je n'en peux plus. Tous ces mecs-là, les Maitland-Niles, les Omari, et même un joueur que j'aime beaucoup, que je mets là, parce que c'est un top joueur comme Nemanja Matic, tous ces joueurs, Benrahma, pareil, sans ballon, c'est cataclysmique. Avec ballon, plutôt bien ce qu'il fait, mais sans ballon, ça va pas. Tous ces joueurs que j'évoque là, tous ces mecs là, les Omari, Maitland-Niles, c'est le pompon de la nonchalance, lui, c'est terrible. Matic, Benrahma, et d'autres que j'oublie. Cherki aussi sans ballon, ça va pas non plus. Tous ces mecs là que j'évoque, ils nous pénalisent, et par effet de contamination, par un effet tache d'huile, il contamine tout le monde. C'est le foot qui veut ça. Là, je t'appelle, les amis, à vos souvenirs à vous de joueurs de foot, ceux qui ont pratiqué le foot en club. Quand dans une équipe dans laquelle tu joues, t'en as un ou deux qui ne font pas les efforts, qui se pensent peut-être au-dessus de la mêlée, qui n'ont pas besoin de faire les efforts pour se replier et puis contribuer au système défensif de l'équipe, quand t'en as un ou deux qui font ça, ça dure un temps. Au bout de 1, 2, 3 actions, t'en as ras le cul. T'en as plein le cul, t'en as marre. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu ne cours plus. T'en as marre aussi. Et c'est ce qu'il se passe quand tu cumules un comportement nonchalant, puis 2, puis 3, puis 4, t'aboutis à une mi-temps de merde, une énième mi-temps de merde que produit l'OL, et au cours duquel Bourgoin-Jallieu a fait mal à un club de Ligue 1, une N3 a fait mal à une Ligue 1, sur chaque transition, attaque, défense. Si ça, c'est l'esprit de la coupe, très bien. Moi, je rends les armes. Certains me diront, Mika, terrain compliqué, le gel, c'est une N3, c'est champêtre, c'est un petit stade, machin, toutes ces conneries qu'on entend souvent. Très bien, pas de souci. Vous avez vu comment le match d'hier,
Le match Marseille-Lille, en termes d'intensité, de qualité technique, c'est 2 mondes au-dessus. En termes d'intensité, de rigueur et d'agressivité, c'est 2 mondes au-dessus. Il n'y a même pas débat. Même pas débat. Le foot, à un moment donné, quand le terrain est dégueulasse, comme c'était le cas ce soir, quand le climat n'est pas terrible, quand il fait très froid, quand il pleut, quand il neige, quand le terrain est pourri, quand c'est de la gadoue, il y a des ingrédients qui sont inévitables. C'est l'intensité, l'agressivité, les courses, le mouvement. Si tu ne fais pas ça, eh ben oui, l'esprit de la coupe, le terrain dégueulasse, ça va niveler les valeurs. Et t'es pas à l'abri quand t'es l'OL, cet OL qui est fébrile, fragile, t'es pas à l'abri d'avoir une équipe en face, une N3 qui donne tout, qui joue son foot, qui joue un foot généreux, volontaire, et qui te pose de gros problèmes. Parce que, en fait, je veux dire un truc à nos joueurs, s'ils nous écoutent peut-être, ce qui... Je sais pas s'ils ont un peu de temps à perdre sur mes vidéos, mais s'ils m'écoutent, les joueurs du club, prenez ce qu'ont fait les Bergaliens ce soir, et prenez ce que vous avez fait. Quand tu fais par effet miroir une comparaison, c'est la honte. C'est la honte. Parce que il y en a qui ont joué leur vie sur le terrain, qui ont tout donné sur chaque transition, ils étaient à 3 devant pour faire mal. Et vous, en phase de possession, au petit trot. Voilà, des petits sénateurs, des petits joueurs qui se voient jouer, qui s'admirent jouer, et qui ne sont pas plus ni moins que des joueurs de Ligue 1, dans un club qui est déclassé et qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Voilà ce que vous êtes. Et ce match-là, c'est une leçon d'humilité. D'humilité. Voilà, en tout point. En tout point. Alors, je passe évidemment toutes les erreurs, les défaillances individuelles, les bourdes, parce que là encore, c'est à se taper le crâne par terre, mais... J'ai demandé, comme beaucoup, qu'on voit d'autres centraux, parce que moi, Niakhaté, je suis pas un grand fan, l'être humain, j'aime beaucoup, le joueur, pas trop. Tchad Sarr, c'est un joueur qui est, on va dire, qui est en grande difficulté actuellement, et je voulais voir Omari, le match d'Omari. Comment donner un peu plus raison au staff de ne pas le faire jouer? Bah, y a pas mieux. Son match, c'est cataclysmique. Cataclysmique. Sur chaque action, ou presque, de Bourgoin-Jallieu, il nous foutait dans la merde à chaque fois, parce qu'il est, je sais pas, il est à l'ouest, il est ailleurs, il est étourdi. C'est le Omari de Rennes. Tous ceux qui m'ont dit, mais Mika, à Rennes, contexte difficile, sous Julien Stéphan, pas facile. Chez nous, c'est pareil. C'est le même problème. Et quand tu cumules défensivement Maitland-Niles, Omari, Niakhaté qui ne sait pas relancer correctement, Abner qui est un joueur mid, moyen, je le maintiens, et ben t'as une équipe qui défensivement est moyenne. Voilà, point barre. Et quand en plus tu as devant la défense Matic qui n'arrive pas à faire les replis, tu as encore plus de fragilité. C'est tout, c'est comme ça. Et à la mi-temps, le coach fait une déclaration qui, je trouve, est tellement symptomatique du mal-être de l'OL, du malaise olympique lyonnais. Il dit, je vous le cite dans les grandes lignes, quasiment au mot près, il dit « Ce que font nos joueurs, ce qu'ont fait nos joueurs sur le terrain durant 45 minutes, c'est indigne et honteux, ils n'ont aucune fierté. » Ils n'ont aucune fierté. J'entends ça à la télé, je me dis « Oula, tiens, le coach, là, il est en colère. » Ça paraissait normal, mais sur le coup, je me dis « Bon, ok, c'est une déclaration de coach qui n'est pas content et c'est un moyen de le montrer. » Et puis, au cours d'un mi-temps, j'ai un petit peu réfléchi, je me dis « Mais en fait, là... » Ce Pierre Sage que l'on voit là, qui prend la parole et qui dit comportement indigne, pas de fierté, c'est honteux ce que l'on fait, est-ce que c'est vraiment du Pierre Sage dans le texte? Au final, on l'a rarement entendu dire ça, le coach, quasiment jamais. Moi, j'ai très peu de fois en souvenir le Pierre Sage dire des propos aussi durs. Ça n'arrive quasiment jamais. Lui qui est si mesuré, pondéré, lui qui est si froid et clinique dans l'analyse, là, il a pris la Kalachnikov et il a tiré à balles réelles. Sauf que l'argument qu'il invoque n'est pas un argument foot, n'est pas un argument tactique, technique, offensif, non, pas du tout. C'est un argument purement motivationnel. Et ça m'inquiète beaucoup. Parce que dans le foot, tu peux te tromper, comme je l'ai dit, tu peux perdre des ballons, tu peux te tromper sur une passe, faire un mauvais geste, ça arrive. C'est pas rare de rater un truc dans le foot, c'est même quasiment le cas dans 8 cas sur 10. On rate beaucoup de choses au foot, des passes, des frappes, des transversales, des contrôles, ça arrive. Mais quand l'intention de jouer positive n'est pas là, c'est là où il y a un début de problème, de gros problèmes. Et quand le coach dit « on n'est pas fier de nous-mêmes », pour moi, c'est le début d'un vrai gros problème à l'OL. Et je pense qu'il y a un malaise
qui couvre, qui est latent, il est même là, faut le dire, voilà, j'emploie un mot que je n'aime pas employer parce que c'est pas... ça me saoule de le dire, mais c'est la crise, ah, c'est tout, c'est la crise, faut pas se leurrer. Depuis le match contre Paris au Parc des Princes, c'est la crise à l'OL. Le contenu s'effrite, il y a eu un semblant de mieux dans le jeu, mais c'était léger contre Brest. Au final, défaite quand même. Mais quand tu prends les matchs, Paris, Fény-Aulnois, Montpellier, Brest, et puis là, tu joues contre Bourgoin-Jallieu, ça fait ça, en fait. Ça fait ça. Ça chute. Lentement, mais sûrement, ça chute. Et il y a de moins en moins de choses positives. Et quand en plus tu viens mettre dans la balance plein d'ingrédients négatifs comme les comportements sans ballon, l'attitude, le manque de repli défensif, t'as un cocktail qui est très dangereux. Et j'ai envie de vous dire, les amis, que au final, ce qu'on voit là, c'est la conséquence pour moi d'une triple crise. Pas une crise. Une triple crise, même presque une quadruple crise. Quand je parle de triple, voire quadruple crise, c'est une crise qui est, je pense, d'ordre tactique, parce qu'on est trop vite, beaucoup trop vite déséquilibré. On a ce jeu où l'OL en 4-2-3-1, 4-3-3, parce que oui, là encore, ceux qui vont dire 4-2-3-1, ça marche jamais. Oubliez, les gars, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, ça aurait été la même bouse ce soir. Peu importe. En 4-3-3, il y a eu des purges. En 4-2-3-1, il y en a aussi. C'est pas une question de dispositif, c'est une question de volonté d'être dans le jeu avec et sans ballon. Et pour moi, tactiquement, il y a une crise. Quand tu perds le ballon, tu es trop facilement mis en grande galère. Donc, crise tactique. Crise physique. Parce que physiquement, c'est un point qu'on évoque trop peu, je trouve. Mais cet OL-là me montre quelques éléments qui m'inquiètent. Il y a de moins en moins de courses, le pressing est de plus en plus rare, voire mal coordonné. On a un bloc un petit peu en accordéon, avec devant les trois qui font un pressing, et après ça se distend en fait. Ça se distend entre l'attaque, le milieu, la défense. Et quand le pressing, le bloc se distend comme ça, pour aller presser, c'est quasiment impossible, parce que les trois de devant font un semblant d'effort pour aller presser, et derrière, entre eux et leur défense, il y a quasiment 40 mètres. Donc pressing qui est inutile, qui est désordonné et qui amène à des phases de transition. Parce que quand tu veux, comme ça, quand tu perds le ballon, que tu es en bloc relativement haut dans le camp adverse et que tu perds le ballon, mauvais geste, mauvaise passe, mauvaise frappe, peu importe, tu perds le ballon. Dans la foulée, entre toi et tes collègues de derrière, il y a 40 mètres. Donc il y a un trou béant dans lequel tu as seulement deux milieux. Tolisso, Matic, pivot double. Que tu en mettes 3 ou 2, c'est pareil, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Tu as 3 joueurs pour couvrir 40 mètres de profondeur. C'est voué à l'échec. Et quand en plus tu as des profils comme Matic, qui n'est pas le plus mobile, on le sait très bien, qui doit être le numéro 6 qui équilibre, c'est kamikaze. Tu vas au-devant de grandes difficultés. Et ça fait des mois qu'on le voit, des mois et des mois. Il y a aussi, alors ça c'est la crise tactique, crise physique. Il y a aussi une crise technique, une vraie crise technique. On ne le dit pas assez non plus, mais techniquement, ce que l'on voit, c'est relativement pauvre. Et surtout, c'est redevenu scolaire. On revoit l'Olympique Lyonnais en mode scolaire, qui n'entreprend que très peu de choses et qui se contente de phases de possession très stériles, avec un plan de jeu qui est prévisible. Ce que j'avais aimé comme vous, j'imagine, c'est cet OL qui devenait un 3-4-3 avec ballon, très liquide. J'aimais beaucoup cette idée-là. Sauf que maintenant, on tombe dans l'excès de scolarité. Chaque joueur a une mission propre, à savoir Maitland-Niles, latéral droit théorique qui se réaxe, Abner, idem. Donc les deux ont un rôle très spécifique, des consignes claires. Et devant, pareil, idem. Fofana, c'est en gros, prends l'espace, ce qu'il fait de moins en moins d'ailleurs, faut le dire, prends l'espace, fixe en 1 contre 1. Mais, et là-dedans en fait, là-dedans, une fois que tu as dit ça aux joueurs, une fois que tu as dit aussi à Tolisso de prendre le ballon et de se projeter vers l'avant, une fois que tu as dit ça, où est la part de créativité, d'inventivité, où est la part de liberté que tu accordes aux joueurs? Et là, les gars, vous allez voir où je vais en venir. Parce que pour moi, il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Je l'ai dit sur X Twitter, le coach Pierre Sage a amené à l'équipe une structure, une animation. On la connaît maintenant, 4-2-3-1, 4-3-3, qui devient un 3-4-3 avec ballon. Très bien, c'est sympa et intéressant à voir. Mais dans ce 4-2-3-1, 4-3-3, il y a un joueur qui te sublime l'animation. Il y en a un qui est le facteur X, l'élément changeant, c'est Ryan Cherki. Cherki, c'est le joueur qui est différent et qui transforme l'OL scolaire en OL par séquence brillant. Sauf que
ce que je vous dis là, les gones, c'est à la fois bien pour nous, parce qu'il est chez nous, ce joueur-là, mais c'est aussi une limite intrinsèque qui est énorme. Énorme. Si ton animation est magnifiée par un joueur qui est Cherki, ça signifie donc que Cherki a les clés du camion. Et quand Cherki est un peu moins bien, quand il est moins inspiré, quand il n'est pas là, c'est toute l'animation offensive qui patine, qui tousse, qui est grippée. Cherki, c'est le joueur qui a le bouton on-off. Quand il appuie sur on, c'est magnifique, c'est magique. Quand il appuie sur off, ce qu'il a fait en début de match, comportement un petit peu attentiste, je me vois jouer, je me regarde, une touche, deux touches, trois touches, perte de balle, ça commence un petit peu à tousser. Et on est en plein dedans. Donc, triple crise technique, physique, tactique, et même quatrième crise. Et là, il faut le dire aussi, je ne peux pas croire que le contexte hors foot ne pèse pas sur le groupe. Vous allez me dire, Mika, ça reste du foot, le mercato est pour tout le monde, la DNCG est pour tout le monde aussi, donc pas d'excuses. Là-dessus, les amis, ok, très bien, je peux l'entendre. Mais ne me faites pas croire que dans un club de foot comme l'OL, avec des égos, des carrières, des ambitions assez élevées, les joueurs ne pensent pas à ça. Ils lisent tous la presse, ils sont tous connectés, ils savent tous ce qu'il se passe. Le climat d'inquiétude, d'incertitude qui est en plus... Et là, pardon ceux qui me diront, Mika, tu es anti-Textor, mais je le dis quand même, qui est entretenu par John Textor himself, lui-même, qui dans la presse dit quand il en a envie qu'il veut des coachs qui sont ambitieux, quand il met un petit coup de pression gratuit au coach, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et ça contribue à une forme d'incertitude. On le voit bien, les amis, on le voit bien. Depuis un mois, je dirais même, c'est quasiment fou de le dire, mais c'est vrai, depuis l'annonce des sanctions des NCG, donc un peu avant Paris, on sent que l'OL patine. C'est quand même moins fluide. Et il a fallu que le jeu repose sur 2-3 joueurs phares, Tolisso, Cherki pour ne citer que, pour que l'OL aille bien et fasse bonne figure. Mais dès que les deux, ou dès que Ryan perd en influence, je le dis, je le maintiens, l'OL redevient une équipe scolaire, prévisible, remplie de lacunes. Et ça, c'est pour moi la faute d'une triple crise, une quadruple crise, et on est en plein dedans, je ne crains pas de le dire, l'OL pour moi est en crise. On connaît John Textor, on sait comment il pense, comment il réfléchit. Je ne voulais pas en arriver à ça. Je ne voulais pas du tout en arriver à ça, parce que le coach, pour moi, mérite un respect immense. Ce qu'il a fait, c'était une tâche, une mission quasiment impossible, kamikaze, et il y est arrivé. Respect éternel pour le coach. Et dans mon cas de figure, je ne suis pas de ceux qui chamboulent tout dès que ça va moins bien. Loin de là d'ailleurs. Mais quand je vois comment Textor réfléchit et pense, sincèrement, je n'exclus pas un coup de tension, de pression énorme à venir. Et je n'exclus pas non plus une décision plus radicale. Parce que le coach Pierre Sage et ses choix, on va y venir, c'est mon troisième thème de la vidéo. Est-ce que Pierre Sage est oui ou non menacé ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse, pour être franc avec vous. Ce que je sais, c'est ce que je vois. Et moi, sur le terrain, je vois des choses qui ne me plaisent pas du tout. Vous, c'est pareil, il n'y a pas de débat, j'imagine. Et pire que ça, c'est une forme de dynamique négative qui m'inquiète. Si encore on aurait eu ce soir une élimination après une série de matchs positifs, imaginons nul à Paris, Montpellier victoire, Brest victoire, je l'aurais dit ok, ça arrive, c'est la coupe qui veut ça, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Il y en a eu 1000 par le passé, il y en aura encore à l'avenir, bref, ça peut arriver. Mais là, ce match-là, il est à la suite d'une série de matchs qui sont vraiment négatifs. Parce que le coach, on ne peut pas l'exonérer de tout. Il est aussi responsable, et je pense que même lui, qui est hyper intègre et honnête, il le dirait. Ce soir, sa compo de départ, pour moi, elle n'est pas déconnante. 4-2-3-1 qui me paraissent intéressants, des profils de joueurs qui ont une carte à jouer, Miko qui joue, très bien, vraiment très bien. Mais après, entre la théorie et la pratique, en ce moment, il y a un écart qui est fou. Et d'ailleurs, ça pose question. Qu'est-ce qui justifie qu'en l'espace de 3 semaines, un mois, on passe un Noël sympathique à voir contre Francfort à un Noël qui est lacunaire, qui a plein d'errements défensifs? Voilà, je m'interroge. Un Noël qui bafouille son football, en l'espace d'un mois, ça pose question. Mais en même temps, pas tant que ça. Comme je vous l'ai dit, Cherki, c'est un petit peu l'arbre qui va cacher la forêt. Mais dans le cas du coach, ce qui me dérange le plus, c'est une forme d'illogique de son management. Parce que quand Lacazette joue en Ligue 1, en Europa League, et qu'il est moyen, voire mauvais, au pire du pire, mais vraiment au pire du pire, quand ça va pas, il sort aux environs de la 72, 13e minute, pas plus.
Donc Mikotadze a environ 15-20 minutes par match au maximum. Par contre, quand Mikotadze fait un match qui est, bon, dans l'ensemble plutôt moyen correct, et qu'en plus il marque, il sort à la 64e minute. Je m'interroge, gestion du dossier qui m'interpelle depuis des semaines et des semaines, je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, il faut arrêter ce management de statut. C'est trop, je pense que la transition doit être amorcée de façon plus claire et tranchée. Mais surtout, ce qui est vraiment terrible pour le coach Pierre Sage et qui me fait croire que à tout moment, dans ce contexte-là, il peut être menacé, c'est que il prend ce soir dans la tronche le boomerang de sa gestion, de son management de l'effectif. Parce que Omari, qui a été placardisé durant des semaines, des mois, il rejoue ce soir, il fait un match cataclysmique. Mais pire que ça encore, pire que ça. Ce soir, à l'heure de jeu, Mikotadze sort, Lacazette rentre, et qui rate son penalty au cours de la séance et qui met dans les plus mauvais rails l'OL, c'est Alexandre Lacazette. Dans le foot, ça fait quand même pas mal de temps que je suis le foot, quasiment 30 ans, il y a un truc qui est systématique, c'est la symbolique. Dans le foot, la symbolique, les amis, c'est un truc de fou. Il y a tellement de fois où le foot, la justice footballistique intervient et te met dans la tronche tout ce qui ne va pas. C'est la justice, la symbolique. Et ce soir, Pierre Sage, il prend dans la tronche tout ce qui ne va pas ou tout ce qui pose question depuis quelques semaines. Alors pas que lui, je dirais que tout le club prend dans la tronche ce qui dysfonctionne à l'OL. Les statuts, le management, les choix qui peuvent interpeller, le contexte extra-sportif, puisque là encore, j'en parle rapidement pour faire un petit point là-dessus, mais quand on apprend dans la presse quasiment tous les jours, tous les 2-3 jours, toutes les semaines, tous les mois, que l'OL a de grandes difficultés financières et économiques, que l'OL ne satisfait pas la DNCG, que l'OL, info de l'équipe d'hier, doit trouver 175 millions d'euros pour contenter la DNCG, quand tout ça est mis dans la boucle, sois pas étonné que la justice foot te fasse une grande tannée, une grande claque dans la tronche, c'est juste normal. À un moment donné, on a uniquement que ce que l'on mérite. Et l'OL actuellement ne mérite pas grand-chose, parce qu'à la fois sur le terrain et en dehors du terrain, on n'est pas exemplaire. Franchement, on fait n'importe quoi. C'est un contexte qui n'est pas sécure, c'est un contexte foot qui est de plus en plus négatif, un contexte hors foot qui lui aussi est négatif, et tout ça, dans l'ensemble, produit un résultat qui est lui-même décevant, négatif, inquiétant. Malheureusement, il n'y a pas 10 000 solutions. Alors, quelles seront celles choisies par Textor? À mon avis, la plus pertinente serait qu'il calme l'extra-sportif, qu'il mette enfin sur la table le pognon et qu'on passe à autre chose, qu'on arrête de parler quasiment tous les jours de l'économique, de la DNCG, de Mikeler, etc., parce qu'on a ras-le-bol. Il y en a franchement ras-le-bol. On s'est plaint durant des années que sous JMA, on ne parlait que de l'excédent brut d'exploitation, l'EBITDA, le BE en français. On ne parle maintenant que de DNCG et de sanctions. Voilà. C'est ça l'OL de maintenant. C'est un contexte qui est pourri. Pourri de chez pourri. Donc John Textor doit agir. Maintenant, sur la sphère sportive, que fera-t-il? Je n'en sais rien. Je ne suis pas en interne. Tout ce que je vois, c'est que l'OL dysfonctionne sur le plan sportif, extra-sportif. J'ai la profonde conviction que son choix sera de changer, de passer à autre chose s'il n'y a pas une nette amélioration sur les prochains matchs. Je pense que Pierre Sage a encore un joker ou deux, mais pas plus. Sur ce, les gones, ciao ciao, allez l'OL, toujours.